Vous croyez tout savoir sur l'argent? Et si je vous disais que tout ce que l'on vous a appris sur la richesse est un mensonge? Oui, ce mensonge subtil est la raison pour laquelle tant de gens restent coincés financièrement, malgré leurs efforts. Aujourd'hui, je vais vous révéler la vérité que personne n'ose dire et vous montrer comment sortir de ce piège. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre relation avec l'argent pour toujours, prêt à briser vos chaînes financières. 1. Le mensonge que tout le monde croit. Le mythe le plus persistant de notre société moderne est l'équation linéaire entre la sueur et le solde bancaire. Depuis notre plus jeune âge, on nous répète que pour obtenir plus, il faut donner plus de soi, sacrifier plus d'heures et s'épuiser à la tâche. Cette idéologie du labeur acharné est une relique de l'ère industrielle où la production dépendait directement de la force physique et du temps passé à l'usine. Pourtant, si le travail acharné était le seul ingrédient de la richesse, les ouvriers du bâtiment ou les agriculteurs seraient les individus les plus fortunés de la planète. La réalité est brutale. Le temps est une ressource finie, alors que la création de valeur est virtuellement illimitée. Croire que l'on peut devenir libre financièrement en vendant simplement son temps, c'est accepter d'emblée un plafond de verre infranchissable, car personne ne dispose de plus de 24 heures par jour. La déconnexion entre l'effort et la récompense financière est souvent le premier choc pour ceux qui cherchent à s'émanciper. On nous apprend à être des employés modèles, des rouages efficaces dans une machine conçue par d'autres, mais on oublie de nous dire que la véritable richesse est une question d'effet de levier. L'effet de levier peut être technologique, humain ou financier, mais il ne repose jamais sur la seule force des bras. Lorsque vous travaillez pour un salaire, vous êtes dans une transaction de commodité. Vous échangez 1 heure de votre vie contre une somme fixe. Ce modèle est risqué car il ne survit pas à la maladie, à la fatigue ou à la récession. Le véritable changement commence au moment où vous comprenez que l'argent n'est pas une récompense pour votre fatigue, mais un outil qui doit être orchestré stratégiquement pour générer plus de valeur sans votre présence constante. L'illusion du « toujours plus » nous pousse également dans le piège de l'inflation du mode de vie. À mesure que les gens travaillent plus dur et voient leurs revenus augmenter légèrement, ils augmentent simultanément leurs dépenses, se retrouvant dans une cage dorée où ils sont obligés de maintenir un rythme de travail effréné pour financer un standing de vie qu'ils n'ont pas le temps d'apprécier. C'est le paradoxe du travailleur acharné. Plus il gagne, plus il devient l'esclave de son travail. Pour briser ce cercle vicieux, il faut déconstruire la croyance que la valeur personnelle est liée à la productivité horaire. La richesse ne se mesure pas à ce que vous gagnez par mois, mais à la liberté dont vous disposez. Tant que vous croirez au mensonge du travail acharné comme unique voie, vous resterez sourd aux opportunités qui demandent de l'intelligence plutôt que de l'endurance. Enfin, changer de paradigme implique de passer d'une mentalité de consommation à une mentalité d'acquisition d'actifs. La plupart des gens travaillent dur pour acheter des passifs, voitures, gadgets, vêtements de marque, qui perdent de la valeur dès l'instant de l'achat. À l'inverse, ceux qui ont compris le secret de la richesse utilisent leur énergie pour bâtir des systèmes qui travaillent pour eux. Il s'agit de comprendre que la stratégie l'emporte toujours sur l'exécution brute. Un individu avec un plan médiocre mais une volonté de faire finira par s'épuiser, tandis qu'un individu avec une stratégie brillante et un effort ciblé créera un empire. Le mensonge que tout le monde croit est sécurisant car il nous donne l'impression de contrôler notre destin par notre effort, mais la vérité est que, sans intelligence financière, l'effort n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. 2. Pourquoi l'éducation financière échoue? Le système éducatif traditionnel a été conçu pour former des citoyens obéissants et des employés compétents, et non des entrepreneurs ou des investisseurs. Dans les salles de classe, on nous apprend la trigonométrie, les dates historiques et les structures grammaticales, mais le fonctionnement du crédit, de la fiscalité ou des intérêts composés est étrangement absent des programmes. Cette omission n'est pas un accident de parcours, mais une caractéristique structurelle. Une population qui ne comprend pas comment l'argent fonctionne
est une population qui dépend indéfiniment du système de paix. L'échec de l'éducation financière commence par ce silence institutionnalisé, laissant les jeunes adultes entrer dans la vie active avec des outils obsolètes pour naviguer dans une économie de plus en plus complexe. En l'absence d'une éducation formelle, nous nous tournons naturellement vers nos modèles les plus proches, nos parents. Cependant, la plupart des parents transmettent des peurs et des préjugés plutôt que des compétences financières solides. On nous enseigne à économiser pour les jours sombres ou à éviter les dettes à tout prix, sans jamais expliquer la différence entre une bonne dette, celle qui finance un actif, et une mauvaise dette, celle qui finance la consommation. Nous héritons de scripts financiers obsolètes qui datent d'une époque où l'inflation était stable et où les carrières duraient 40 ans au sein de la même entreprise. En répétant ces schémas sans les questionner, nous nous condamnons à subir les mêmes frustrations financières que les générations précédentes, tout en évoluant dans un monde qui a radicalement changé. L'éducation financière échoue également parce qu'elle est souvent perçue comme une discipline aride et purement mathématique. On s'imagine qu'il faut être un génie des chiffres pour réussir, alors que la gestion de l'argent est à 80% une question de comportement et de psychologie. Savoir lire un bilan comptable est utile, mais savoir maîtriser ses impulsions d'achat et comprendre les cycles de marché est vital. Les rares tentatives d'enseignement financier se limitent souvent à la gestion de budget domestique, comment dépenser moins, plutôt qu'à la création de richesses, comment gagner plus et investir mieux. Cette approche par la privation est vouée à l'échec, car elle ne suscite aucune inspiration et repose uniquement sur une volonté qui finit toujours par s'étioler. La véritable éducation financière exige une curiosité active et une remise en question de tout ce que nous considérons comme normal. Elle commence par la compréhension que l'argent est une langue et que celui qui ne la parle pas est condamné à être interprété par d'autres. Pour sortir de l'échec éducatif, il faut devenir son propre professeur. Cela signifie lire des livres que l'école a ignorés, suivre des mentors qui ont réellement bâti une fortune et accepter de désapprendre les mythes de la sécurité salariale. L'ignorance financière est le coût le plus élevé qu'un individu puisse payer au cours de sa vie. Elle se paie en années de liberté perdue et en opportunités manquées. La boucle de frustration ne se brise pas par une augmentation de salaire, mais par une augmentation radicale de votre quotient intellectuel financier. 3. La psychologie de l'argent. Notre relation avec l'argent se forge bien avant que nous ne touchions notre premier salaire. Elle est ancrée dans notre subconscient par les remarques entendues durant l'enfance. L'argent ne pousse pas sur les arbres, on n'a pas les moyens, ou encore « les riches sont des gens malhonnêtes ». Ces phrases anodines s'incrustent et forment une structure mentale qui agit comme un thermostat financier. Si vous avez été programmé pour croire que l'argent est la racine de tous les maux, votre cerveau sabotera inconsciemment toute opportunité de réussite pour vous maintenir en accord avec votre identité morale. Vous pouvez posséder toutes les compétences techniques du monde, si votre psychologie est réglée sur la survie, vous ne dépasserez jamais le stade du besoin. Les croyances limitantes créent une prison invisible, dont les barreaux sont faits de certitudes erronées. Beaucoup de gens souffrent du syndrome de l'imposteur lorsqu'ils commencent à gagner plus d'argent qu'ils ne pensent en mériter. Cette dissonance cognitive les pousse à dépenser cet argent de manière irrationnelle ou à prendre des décisions d'investissement catastrophiques pour revenir à leur zone de confort financière, même si celle-ci est synonyme de précarité. Changer sa psychologie financière demande un travail d'introspection profond pour identifier ces ancres invisibles. Il faut oser se demander « Quelle image ai-je d'une personne riche ?» et « Est-ce que j'ai peur de ce que je deviendrais si je n'avais plus de problème d'argent ?» Sans cette clarté, tout effort de croissance est comme essayer de conduire une voiture avec le frein à main serré. La psychologie de l'argent touche également à notre besoin d'appartenance sociale. Souvent, nous dépensons de l'argent que nous n'avons pas, pour acheter des choses dont nous n'avons pas besoin, afin d'impressionner des gens que nous n'aimons pas.
Ce comportement est dicté par une insécurité psychologique qui cherche à valider notre valeur personnelle par des signes extérieurs de richesse. L'argent devient alors un fardeau émotionnel plutôt qu'un outil de liberté. Pour transformer sa mentalité, il faut apprendre à détacher son ego de son compte en banque. La véritable confiance financière ne vient pas de l'étalage de possession, mais de la connaissance intérieure que l'on possède les compétences pour générer de la valeur, quelles que soient les circonstances extérieures. En fin de compte, la richesse est un état d'esprit avant d'être un état de compte. Adopter une mentalité d'abondance signifie voir des opportunités là où les autres voient des obstacles et comprendre que l'échec est simplement un coup de formation pour la réussite future. Les personnes qui réussissent financièrement voient l'argent comme une énergie circulante, tandis que ceux qui stagnent le voient comme une ressource rare qu'il faut thésauriser par peur du manque. Ce changement de perspective est radical. Il transforme la peur en curiosité et la passivité en audace. Tant que vous ne transformerez pas votre architecture mentale, vous resterez l'esclave de vos vieux démons financiers, répétant inlassablement les mêmes cycles de privation et de regret. 4. Comment briser le cycle? Briser le cycle de la stagnation financière n'est pas un événement soudain, mais un processus méthodique qui commence par une observation chirurgicale de ses propres habitudes. La première étape consiste à faire face à sa réalité comptable sans détourner le regard. La plupart des gens vivent dans un flou artistique concernant leurs entrées et sorties d'argent, ce qui leur permet de nier l'étendue de leurs erreurs de jugement. Pour reprendre le contrôle, il est impératif de traquer chaque centime et de comprendre quel déclencheur émotionnel provoque les fuites de capitaux. Cette prise de conscience est souvent douloureuse, car elle nous confronte à notre propre manque de discipline, mais elle est le socle indispensable sur lequel construire une stratégie de croissance réelle. Une fois la clarté obtenue, il faut passer à l'élaboration d'un plan stratégique qui ne se contente pas de survivre au mois, mais qui vise l'expansion. Ce plan doit inclure la création d'une réserve de sécurité, mais surtout une allocation systématique de ressources vers des actifs productifs. Investir n'est pas un luxe réservé aux riches, c'est le mécanisme même qui permet de le devenir. Que ce soit à travers les marchés financiers, l'immobilier ou la création d'une entreprise, l'objectif est de déconnecter progressivement vos revenus de votre temps de présence physique. Cela demande une discipline de fer. Il faut apprendre à payer soi-même en premier, avant de payer le loyer, les factures ou les créanciers. C'est un acte de rébellion contre la consommation immédiate au profit de la liberté future. L'investissement dans sa propre croissance personnelle est le levier le plus puissant de ce plan de transformation. Dans une économie de la connaissance, votre cerveau est votre actif le plus précieux. Lire, se former, apprendre de nouvelles compétences à haute valeur ajoutée ou développer son réseau sont des investissements dont le rendement est exponentiel. Le cycle se brise au moment où votre valeur sur le marché dépasse largement le coût de votre main-d'œuvre. Trop de gens attendent que leur employeur paie pour leur formation, alors que c'est une responsabilité individuelle sacrée. En devenant une version plus compétente et plus consciente de vous-même, vous devenez naturellement capable d'attirer et de gérer des sommes d'argent plus importantes. Enfin, briser le cycle exige d'accepter la notion de gratification différée. Nous vivons dans une culture de l'instantanéité qui nous pousse à vouloir les récompenses avant d'avoir fourni l'effort. La liberté financière est une course de fond, pas un sprint. Cela implique de faire des choix difficiles aujourd'hui, comme réduire drastiquement ses dépenses superflues ou passer ses week-ends à bâtir un projet, pour vivre demain comme les autres ne le pourront jamais. La constance est la clé. De petites actions répétées chaque jour créent un effet cumulé qui, avec le temps, devient une force irrésistible. Briser le cycle, c'est décider que le confort immédiat ne vaut pas le prix de votre esclavage à long terme. 5. L'action transforme tout. La connaissance sans action n'est qu'un divertissement intellectuel. On peut lire tous les livres de finance, assister à tous les séminaires de motivation,
et comprendre parfaitement les mécanismes de l'investissement. Si l'on ne passe jamais à l'acte, rien ne changera. La peur de l'échec est le principal frein à l'action. Elle paralyse l'individu dans une analyse sans fin qui ne mène qu'à l'inertie. Pourtant, la vérité est que l'on n'apprend jamais autant que lorsqu'on est sur le terrain, confronté aux réalités du marché. Faire un premier investissement modeste, lancer une petite activité secondaire ou renégocier ses contrats sont des actes concrets qui envoient un signal puissant à votre subconscient. Vous n'êtes plus un spectateur de votre vie, mais un acteur. Chaque petite décision consciente agit comme un vote pour la personne que vous souhaitez devenir. Il est facile de se laisser submerger par l'ampleur de la tâche et de se dire que ce n'est pas le bon moment. Mais le moment parfait est une illusion qui sert d'excuse à la procrastination. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ne ressentent pas de peur, mais ceux qui agissent malgré elle. L'action a une vertu magique. Elle réduit l'anxiété. Dès que vous commencez à avancer, le brouillard de l'incertitude se dissipe et les étapes suivantes deviennent visibles. Le passage à l'acte transforme les concepts abstraits en expériences tangibles, et c'est cette expérience qui forge la véritable confiance en soi financière. L'application systématique de ce que les autres ignorent est ce qui crée la distinction entre la masse et l'élite financière. La plupart des gens cherchent des solutions miracles ou des raccourcis sans effort. En choisissant l'action délibérée et l'application rigoureuse de principes sains, vous vous placez immédiatement au-dessus de la moyenne. Cela signifie appliquer la règle des 10% d'épargne même quand c'est difficile, continuer à investir quand le marché baisse et rester fidèle à sa stratégie quand tout le monde cède à la panique. La transformation radicale de votre vie ne viendra pas d'une illumination soudaine, mais de la somme de vos actions quotidiennes. C'est dans la répétition des bons choix que se construit la liberté. En conclusion, votre destinée financière est le reflet direct de votre capacité à transformer vos pensées en mouvements concrets. La chance est souvent le nom que les ignorants donnent à la préparation rencontrant l'opportunité. En agissant, vous multipliez les surfaces de contact avec l'opportunité. Ne vous contentez pas d'espérer une vie meilleure, construisez-la brique par brique. Chaque décision de ne pas dépenser inutilement, chaque heure consacrée à apprendre et chaque euro investi judicieusement est un pas vers la sortie de la prison invisible de la précarité. Le voyage vers la liberté financière est exigeant, mais il est le seul qui en vaille la peine, car au bout du chemin se trouve la possibilité d'être enfin le maître de son temps et de son destin. Le plus grand mensonge sur l'argent vous a peut-être retenu jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant vous savez. Il est temps de reprendre le contrôle. Commencez par une action simple aujourd'hui et regardez votre vie changer. Partagez cette vidéo si vous voulez aider d'autres personnes à briser le même mensonge. La liberté financière est possible, mais seulement si vous osez faire le premier pas.